Vous êtes nombreuses à être sur ma chaîne depuis peu de temps et à vous interroger, puisque vous avez à peu près plus de 60 ans sur ma chaîne, de 55 à 90, je vais dire, je crois. En tout cas, oui, au moins 88, ça je le sais, mais peut-être plus. Vous vous interrogez quelquefois sur qui est le docteur de Coursac. Je vous en parle souvent, je fais moi-même tous les ans des injections, quelquefois même 2 fois dans l'an, dans la vallée des larmes, et vous m'interrogez. Bien voilà, je vais vous présenter dans cette vidéo, pour toutes celles qui ne la connaissent pas, le docteur, le médecin esthétique, le docteur Catherine de Coursac, qui pour moi est l'un des meilleurs médecins esthétiques du monde, je ne sais pas, mais de France certainement. Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous toutes. Et oui, puisque vous êtes très nombreuses à rejoindre notre chaîne pour les bébés seniors et les plus seniors et les avant-bébés seniors, et on se pose des questions sur la médecine esthétique. Vous savez que les soins esthétiques sont très importants pour hydrater la peau, pour éviter d'avoir des taches, pour éviter d'avoir des rides, pour soutenir un peu notre ovale de visage, etc. Mais au bout d'un certain temps, ils sont plus assez efficaces pour lutter contre les marques du temps. Donc, pour certaines, la médecine esthétique est importante, pour d'autres, elle ne l'est pas. Donc, je vous parle de tout ça pour justement vous tenir au courant de ce qui est possible et comment ça se passe. Nous allons tout ensemble et tous ensemble au centre médical Niel à Paris, où nous reçoit le docteur Catherine de Coursac. Je suis le docteur Catherine de Coursac, je travaille au centre médical Niel à Paris et je me suis orientée depuis le début dans l'esthétique. Pourquoi? Pour 2 raisons. D'abord, mon père était parfumeur et il a travaillé tout le temps dans la parfumerie, donc j'ai été inondée dans ce métier-là. Et ma mère était psychanalyste. Et je peux dire qu'il y a un peu une connexion entre les deux. Ah oui. Et du coup, cette orientation de médecine esthétique, je l'ai aimée parce qu'elle était très féminine. C'était très innovant. Il y avait toujours des nouveautés. J'étais au début de l'histoire. Moi, j'ai commencé dans les années 80. Ça fait un peu vieux, mais on faisait comme ça. On était au tout début de l'histoire de la médecine esthétique. Et l'intérêt, que ça soit au début de l'histoire de la médecine esthétique, c'est qu'on a vu toute l'évolution. Alors ce que j'ai aimé aussi dans ce métier, c'est que c'est très minutieux. Il y a un souci du détail et on va au millimètre près, on va regarder une harmonie, on va étudier un visage à fond. Ce n'est pas qu'une technique appliquée à n'importe qui. Il y a une personnalisation, mais il y a surtout un côté très minutieux. Comme je me suis retrouvée au début de l'histoire de la médecine esthétique, eh bien je fais partie de toutes les instances, des sociétés savantes, des syndicats. Donc je travaille sur les congrès qui sont les congrès futurs, sur les programmes. Je fais de nombreuses publications tous les ans et ça fait très longtemps. Or, chaque publication scientifique donne beaucoup de travail. Mais j'arrive à en faire plusieurs par an, ce qui est quand même pas mal. Donc je communique beaucoup en France, à l'étranger. Et il y a cette émulation qui m'a beaucoup intéressée. En outre, le fait d'avoir vécu toute l'histoire de la médecine esthétique, je peux peut-être avoir une certaine sensibilité sur ce qui est très innovant, ce qui l'est moins, ce qui est peut-être un peu à risque ou ce qui est beaucoup plus sûr, et avoir une espèce de vision globale de l'esthétique. J'ai également évidemment écrit des livres pour le grand public, pour faire partager mon expérience. Et j'en ai écrit 5 livres grand public. Et mon dernier livre, c'est Le pouvoir de l'apparence. C'est exprimer l'impact que nous avons, la carte de visite que nous avons quand nous nous présentons. Donc, ne pas se dire qu'on veut rajeunir dans la médecine esthétique, mais plutôt donner un visage radieux, rayonnant, avec une jolie qualité de peau et avec un visage frais. Mon credo, c'est donc de rendre un visage harmonieux. Pas forcément plus jeune, mais juste avenant. Gommer ce qui fait fatigué, gommer ce qui fait sévère, gommer ce qui fait brouillé, teint brouillé.
et avoir une impression de fraîcheur. Catherine, comment se passe la première consultation? Certaines personnes n'habitent pas Paris, aimeraient vous voir. Quelles sont les solutions? La première consultation est vraiment importante parce que c'est la prise de contact. Alors d'abord, évidemment, on se pose la question de tous les antécédents médicaux parce qu'on a besoin de savoir s'il n'y a pas de pathologie qui ait un impact, ni de médicaments qui sont pris qui peuvent avoir un impact avec ce que l'on fait. Et puis ensuite, on va faire l'historique de ce que l'on a fait ou pas en esthétique. Après, on va prendre, enfin moi je prends le patient sur un lit d'examen très assis pour avoir la gravité, la pesanteur, et je me mets de loin et je demande que j'ai 3 minutes pour examiner le patient sans qu'il me dise ce pourquoi il est venu. Ensuite, je ne vais pas lui induire ce que je vois, mais j'ai besoin d'imprimer dans ma tête l'harmonie du visage, les contours, l'impression qu'il donne quand on le voit, pour que je sache un peu ce qu'il faut corriger. Puis le patient va dire ses doléances. Donc il va m'expliquer pourquoi il est venu, quel est son objet. Je ne vais pas lui parler de ce que j'ai vu, mais moi j'ai besoin d'interpréter et d'intégrer son complexe, sa gêne, dans la globalité du visage. Et ensuite, je vais commencer à lui expliquer le protocole, quelles sont les stratégies possibles, qu'est-ce qui serait mieux, et c'est un dialogue entre le patient et moi, puisqu'il a certaines idées, moi aussi, mais il y a toujours une espèce de respect de l'idée que les patients ont. C'est-à-dire que s'ils veulent faire peu de soins, eh bien on respecte ça, on reste dans le peu de soins. Évidemment, les gens veulent le plus naturel possible et c'est plutôt mon credo. Donc, normalement, on essaye de faire en sorte que l'entourage, la famille, professionnelle, privée, ne voit rien et on se dise juste qu'on est plus en forme. Lorsqu'un patient désire faire un soin directement, je ne peux pas le faire en direct, sauf s'il a déjà fait ce soin par ailleurs. C'est-à-dire que s'il a déjà eu des injections, il peut venir et je lui fais des injections parce qu'il connaît déjà ce soin. Si c'est un soin nouveau, je n'aime pas fonctionner comme ça, ou je le vois une première fois, on examine le visage et on choisit ensemble ce qu'il faut faire, ou je le vois en visioconférence, en visio-consultation, comme ça il n'a pas à se déplacer. On lui envoie tous les documents pour qu'il prenne connaissance du protocole, du prix, du consentement éclairé, de toutes les conséquences de l'acte. Et puis après, quand il vient, je peux lui faire directement. Mais sinon, il y a un délai que j'aime bien respecter entre la première consultation et le soin. Sauf s'il l'a déjà fait, évidemment. D'accord. Personne n'est pas venue dans votre cabinet, mais elle a fait depuis 10 ans des injections. Est-ce qu'elle doit vous montrer un certificat pour savoir quelle injection elle a fait? Si la personne a déjà fait des injections ailleurs, elle peut avoir un carnet où on met les produits que l'on injecte. Mais les acides hyaluroniques sont assez interchangeables. C'est pas une obligation. Si elle a oublié son carnet, on sait ce que c'est. Et la toxine botulique, c'est aussi interchangeable, donc on connaît les produits. À partir du moment où ils sont répertoriés, c'est-à-dire que pour nous, ce sont des produits qui ont un marquage CE et qui sont répertoriés sur la base de données française, je n'ai pas de problème. En revanche, si elle l'a fait à l'étranger, en Asie ou ailleurs, et que je ne connais pas la connaissance, là ça me gêne, parce que je ne sais pas ce que c'est. Il peut y avoir aussi une cliente qui les fait n'importe où, en Tunisie ou n'importe où, qui a des problèmes. Elle a des problèmes parce que c'est pas ce qu'on lui a injecté. Ça c'est très embêtant. Bah, oui, mais ça doit arriver, non? Oui, mais ça c'est plus... Ouais. Lorsque quelqu'un a fait des soins à l'étranger ou ailleurs, ou par, de façon illégale, par un tuto ou un non professionnel de médecine, et qu'on ne connaît pas la provenance du produit, je ne peux pas la traiter. Et je ne peux pas traiter les conséquences. Donc il faut qu'elle aille en hospitalier parce que, comme je ne connais pas le produit, je ne sais pas ce qu'il faut faire vraiment. Et ça peut être une bombe pour moi. C'est-à-dire que j'injecte et il y aura une réaction. Donc j'ai besoin que ces gens soient pris en charge en hospitalier. Même si c'est un petit inconvénient, à partir du moment où on n'a pas la traçabilité et que ça n'a pas été fait dans un cadre légal en France, on ne peut pas nous les suivre. D'accord.
J'espère que cette vidéo va répondre à certaines de vos questions pour certaines et va faire objet de renseignements pour d'autres. Je vous retrouve en fin de semaine pour une vidéo, les produits finis de 2021. Est-ce que je les rachète ou je ne les rachète pas? Est-ce que je continue certains partenariats ou je ne les continue pas? Je vous embrasse et je vous remercie de votre fidélité.